Le 24 décembre 1954, à 00h07 exactement, la famille Marchefort a cessé d'exister. Pas de cris, pas de sang, pas de traces, juste une table dressée pour 8 personnes, des bougies fondues jusqu'à la mèche, et un silence si lourd qu'il semblait avoir un poids physique. Les assiettes étaient encore chaudes, les verres à moitié pleins, les chaises reculées comme si tous s'étaient levés en même temps, obéissant à un signal invisible. Dans la vallée enneigée de Montbrisson, en Savoie, la maison des Marchefort dominait la colline tel un animal endormi. Cette nuit-là, elle s'est réveillée, et elle a avalé ses occupants sans laisser de témoins. Enfin, presque aucun. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. L'inspecteur Julien Marvaux était arrivé le premier sur les lieux, à 00h23. Il avait reçu l'appel anonyme lui-même, directement au commissariat de Chambéry, une voix d'homme tremblante, presque un murmure. « Maison silencieuse. Montbrisson. Venez vite. » Puis le raccrochage brutal, comme si le combiné avait été arraché des mains de celui qui parlait. Marvaux avait 42 ans, un visage taillé dans le granit savoyard et 15 années d'enquête dans les montagnes. Il avait vu des accidents de chasse, des règlements de compte entre familles, des disparitions en forêt, mais jamais rien de tel. La neige tombait en flocons épais et silencieux lorsqu'il gravit le chemin menant à la propriété. Ses pas crissaient dans la poudreuse fraîche, seul bruit dans la nuit glacée. Le froid mordait les joues, brûlait les poumons. Devant lui, la silhouette massive de la demeure Marchefort se découpait contre le ciel d'encre, ses fenêtres éclairées comme des yeux jaunes fixant le vide. Quelque chose clochait. Les lumières étaient allumées, oui, mais elles ne bougeaient pas. Pas d'ombre derrière les vitres, pas de mouvement. Juste cette lueur immobile, artificielle, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Marvaux s'arrêta devant le portail de fer forgé, légèrement entr'ouvert. Il sortit sa lampe torche, balaya l'allée. Aucune trace de pas dans la neige fraîche. Personne n'était sorti par là, pas récemment en tout cas. Il poussa le portail. Le grincement métallique déchira le silence, si fort qu'il eut l'impression d'avoir profané quelque chose de sacré. La porte d'entrée principale était entrebâillée, pas forcée, pas cassée, simplement ouverte, comme une invitation. Marvaux posa la main sur la crosse de son revolver et poussa la porte du bout du pied. L'odeur le frappa immédiatement. Pas de décomposition, pas de violence, mais quelque chose d'étrange, de suffocant. Un mélange de cire fondue, de parfums fleuris trop lourds et de silence. Oui, le silence avait une odeur ici. Quelque chose de vieux, de renfermé, comme si l'air lui-même était resté piégé trop longtemps entre ses murs. Il avança dans le vestibule, lampe braquée devant lui. Le parquet de chêne ciré reflétait la lumière vacillante des candélabres muraux. Des tableaux au cadre doré couvraient les murs. Des ancêtres austères au regard sombre, figés dans des poses rigides. À sa gauche, un porte-manteau chargé de manteaux d'hiver, de châles, d'écharpes encore humides. Tout était en ordre. Trop en ordre. Il traversa le couloir jusqu'à la salle à manger. La porte était grande ouverte. Et là, sous la lumière crue du lustre en cristal, il vit la scène qui entrait ses nuits pour le reste de sa vie. La table était dressée avec un soin maniaque. Nappe blanche immaculée. Assiette en porcelaine fine ornée de motifs bleus. Couverts en argent alignés au millimètre. Verres à vin, coupes à champagne, carafes pleines. Au centre, un bouquet de houx et de gui entourait 3 bougies rouges, consumées jusqu'à leur base, la cire durcie formant des coulées blanches sur le bois. 8 chaises, 8 couverts, et personne. Marvaux s'approcha lentement, comme s'il craignait de réveiller quelque chose. Les assiettes contenaient encore de la nourriture. Tranches de dinde froide, purée de marron, légumes glacés. Intactes, pas une bouchée prise. Les verres à vin étaient à moitié pleins, le liquide rouge sombre reflétant la lumière comme du sang coagulé. Il tendit la main vers l'une des assiettes. La porcelaine était encore tiède. Son cœur accéléra. Il fit le tour de la table. Toutes les chaises étaient légèrement reculées, les serviettes en tissu dépliées posées sur les dossiers. Comme si les convives s'étaient levés tous ensemble, au même moment, sans finir leur repas. Marvaux leva les yeux vers le lustre. Les ampoules électriques bourdonnaient faiblement, projetant une lumière dure et froide. Dans un coin de la pièce,
Une horloge comptoise marquait 0007. Son balancier était immobile. Il sortit son carnet et nota l'heure. Puis il remarqua autre chose, le phonographe. Dans l'angle près de la fenêtre, un gramophone en acajou était ouvert, le bras posé sur le disque vinyle. Marveau s'approcha. L'appareil était encore chaud. Il souleva délicatement le bras. L'aiguille avait creusé un sillon profond à force de tourner dans le vide, produisant un grattement quasi imperceptible. Il lut l'étiquette du disque « Concerto pour violon de Mendelssohn ». Marveau sortit de la salle à manger et monta l'escalier monumental qui menait aux chambres. Chaque marche gémissait sous son poids. Les murs du couloir étaient tapissés de photographies encadrées. La famille Marchefort au complet, figée dans des poses solennelles. Henri Marchefort, patriarche au regard sévère, sa femme Élisabeth, belle et distante, leurs 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, âgés de 8 à 16 ans, et les grands-parents, assis raides comme des statues. Il ouvrit les portes une à une. Chambre des parents. Lit fait au carré, vêtements pliés sur une chaise, eau de Cologne renversée sur la coiffeuse. Chambre des enfants. Jouets rangés, livres alignés, lit parfaitement bordé. Chambre des grands-parents. Bible ouverte sur la table de nuit, lunettes posées dessus, rosaire enroulé autour du pied de la lampe. Aucun signe de lutte, aucun désordre, juste cette absence brutale, incompréhensible. Marveau redescendit et fouilla le rez-de-chaussée. Cuisine impeccable. Salon intact. Bureau du maître de maison rangé avec soin. Puis il remarqua la porte au fond du couloir, une porte qu'il n'avait pas vue en entrant. Elle était légèrement enfoncée dans le mur, presque invisible dans la pénombre, peinte de la même couleur que la tapisserie. Mais elle était entr'ouverte, et de l'autre côté montait un courant d'air glacé, portant une odeur de terre humide et de moisissure. Les escaliers de la cave. Marveau alluma sa lampe et descendit lentement, une marche à la fois. Les murs de pierre suintaient d'humidité. L'air se refroidissait à chaque pas. Il entendait son propre souffle rapide, saccadé. En bas, la cave était vaste, voûtée, divisée en plusieurs pièces. Tonneaux de vin, conserves, outils de jardinage. Rien d'inhabituel, sauf cette dernière pièce, tout au fond. La porte était fermée. Mais sur le sol, juste devant, il y avait des traces. Des traces de mains, humides, fraîches, pressées contre le sol glacé, comme si quelqu'un avait rampé jusqu'ici. Marveau posa la main sur la poignée de fer. Elle était gelée. Il la tourna lentement. La porte s'ouvrit dans un grincement sourd. La pièce était vide, absolument vide. Sauf, au centre du sol de pierre, tracé à la craie blanche, un cercle parfait. Et à l'intérieur, un mot en lettres anciennes, gothiques, presque effacé par le temps, minuit. Marveau recula d'un pas. Son souffle formait des nuages de vapeur dans l'air glacé. Il leva sa lampe vers les murs, et c'est alors qu'il les vit. Des centaines de marques, griffées dans la pierre, des dates, des noms, des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Certains remontaient à des décennies, d'autres étaient fraîches, encore blanches, là où la pierre avait été entaillée. Et tout en haut, juste au-dessus de la porte gravée profondément dans le linteau, ils reviennent toujours à minuit. Marveau sortit de la cave en courant, le cœur battant à tout rompre. Il remonta les escaliers 4 à 4, traversa le couloir, franchit la porte d'entrée et s'arrêta net dans l'allée enneigée. Derrière lui, toutes les lumières de la maison Marchefort s'éteignirent d'un coup, d'un seul coup, comme si quelqu'un avait coupé l'électricité, ou comme si la maison avait décidé qu'elle en avait assez montré pour ce soir. Dans le silence absolu qui suivit, Marveau entendit quelque chose, un son lointain, cristallin, fragile, une cloche. L'église du village, en contrebas, sonnait un coup unique. 0007. Le lendemain matin, Marveau revint avec une équipe complète, 2 gendarmes, un photographe judiciaire et le maire de Montbrisson, un homme trapu nommé Gustave Perrin qui transpirait abondamment malgré le froid mordant. La lumière du jour ne rendait pas la maison Marchefort moins inquiétante. Au contraire, sous le ciel gris de plomb, ces murs de pierre grise semblaient absorber la clarté plutôt que la refléter. Les volets étaient tous fermés à présent. Marveau était pourtant certain de les avoir vus ouverts la veille. « Vous êtes sûr que personne n'a pu entrer cette nuit ?» demanda Perrin en essuyant son front moite. Marveau ne répondit pas. Il observait les traces dans la neige, ou plutôt l'absence de traces. Hormis les siennes, aucune empreinte ne menait à la maison ou n'en sortait. Comme si les Marchefort s'étaient volatilisés sans jamais franchir le seuil. Ils entrèrent.
La lumière électrique fonctionnait à nouveau. Tout était exactement comme la veille. La table dressée, les assiettes intactes, les verres à moitié pleins. Sauf que maintenant, l'odeur de nourriture commençait à tourner. Un relent aigre flottant dans l'air confiné. Le photographe prit des clichés méthodiques, chaque angle, chaque détail. Les gendarmes fouillèrent les armoires, les tiroirs, les malles. Rien, pas de lettre d'adieu, pas de journal intime, pas d'indice expliquant pourquoi 8 personnes auraient abandonné leur repas de Noël pour disparaître dans la nuit. Perrin, de plus en plus nerveux, se racla la gorge. « Inspecteur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Marveau se tourna vers lui. Le maire évitait son regard. La famille Marchefort. Ce n'était pas leur première Noël ici. Ils sont dans cette maison depuis 3 générations. Mais... Il hésita, triturant son chapeau entre ses mains épaisses. Il y a des histoires. Des rumeurs. Quel genre de rumeurs? Le genre qu'on ne répète pas à voix haute. Le genre qui fait qu'on ne s'approche pas de cette colline après la tombée de la nuit. Perrin baissa la voix. Mon grand-père disait que cette maison avait été construite sur un ancien site, un endroit où les gens du village venaient autrefois, avant l'église, avant le Christ, pour des choses anciennes. Marveau croisa les bras. Des superstitions, peut-être. Perrin haussa les épaules. Mais les Marchefort ont toujours été différents, reclus. Ils ne participaient jamais aux fêtes du village, ne venaient jamais à la messe, et chaque année, le 24 décembre, ils organisaient ce dîner, toujours à 8, toujours la même heure. Minuit, Perrin pâlit. Comment vous savez ça? Marveau ne répondit pas. Il se dirigea vers la cave. En bas, à la lumière des lampes à pétrole, l'équipe examina la pièce au cercle de craie. Le photographe immortalisa les inscriptions sur les murs, mais même lui semblait mal à l'aise, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. Un des gendarmes, un jeune homme nommé Dubois, au visage poupin, passa la main sur les gravures. « Regardez ça, inspecteur. » Marveau s'approcha. Dubois pointait une série de dates gravées en colonnes. 24-12-1904, 24-12-1924, 24-12-1944. Et en dessous, fraîchement entaillé, encore pâle, 24-12-1954. Tous les 20 ans, murmura Dubois, le 24 décembre. Tous les 20 ans. Marveau sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Il compta mentalement. 1904, 1924, 1944, 1954. 4 dates, 4 Noëls, espacées exactement de 20 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ces années-là? Demanda-t-il à Perrin. Le maire secoua la tête, le visage livide. Je ne sais pas, personne ne parle de ces années, mais... Il déglutit péniblement. Mon père m'a raconté qu'en 1924, le vieux Marchefort, le grand-père de Henri, avait organisé un grand dîner. Le lendemain, sa femme avait disparu, jamais retrouvée. On a dit qu'elle s'était enfuie avec un amant, mais personne ne l'a jamais revue. Et en 1944, Perrin hésita longuement avant de répondre. C'était pendant l'occupation. Les Allemands contrôlèrent la région. Mais cette nuit-là, il regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Cette nuit-là, un officier SS et 2 soldats sont venus ici. Personne ne sait pourquoi. Le lendemain, on a retrouvé leurs uniformes pliés devant l'église. Mais pas les hommes. Juste les uniformes. Un silence pesant tomba dans la cave. Marveau sentait le poids de l'histoire s'abattre sur lui, couche après couche, secret après secret. Et 1904 ? Trop vieux, plus personne ne s'en souvient. Marveau remonta à l'étage principal. Il fallait interroger les voisins, les commerçants, quiconque avait pu voir quelque chose. Mais Montbrisson était un village minuscule, à peine 200 âmes, et la maison Marchefort se trouvait à l'écart, perchée sur sa colline comme un nid d'aigle. L'après-midi, ils frappèrent aux portes. Les réactions étaient toujours les mêmes, regards fuyants, réponses évasives, portes refermées rapidement. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu. Et surtout, personne ne voulait en parler. Finalement, une vieille femme accepta de les recevoir. Marguerite Blanc, 86 ans, dos voûté, mains noueuses, agrippées à une canne. Elle vivait dans une petite ferme au pied de la colline, la plus proche de la propriété Marchefort. Elle les fit entrer dans une cuisine étroite, sentant la soupe aux choux et le bois brûlé. Un poêle ronflait dans un coin. Elle leur servit du café noir et amer, sans dire un mot, puis s'assit lourdement sur une chaise bancale. « Vous savez quelque chose, Madame Blanc ?» demanda Marveau doucement. Elle leva vers lui des yeux laiteux.
presque aveugle. « Je sais que cette maison est maudite. Je le sais depuis que je suis petite fille. » « Maudite comment ? » « Par ceux qui étaient là avant les Marcheforts, avant l'église, avant même qu'on appelle ce village Montbrisson. » Elle but une gorgée de café, ses mains tremblantes. « Mon arrière-grand-mère me racontait que les anciens venaient ici pour parler avec ceux qui ne devraient pas être réveillés, pour demander des choses, des faveurs. Quel genre de faveurs ? Le genre qu'on paie très cher. » Elle posa sa tasse avec un cliquetis. Ils voulaient la richesse, la santé, le pouvoir, et ça leur était accordé. Mais il fallait payer. Payer comment ? Marguerite Blanc se pencha vers lui et Marvaux sentit l'odeur de vieille chair et de mort prochaine. Tous les 20 ans, il faut offrir un sacrifice. Pas du sang, pas de la viande. Quelque chose de plus profond. On appelle ça le silence de minuit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à minuit précis, ceux qui ont fait le pacte doivent se tenir prêts. Et quand l'heure sonne, ils disparaissent, pas morts, pas vivants, juste ailleurs. Là où les choses anciennes résident. Marvaux sentit sa nuque se hérisser. Et vous croyez que c'est ce qui est arrivé au Marchefort ? Je ne crois pas, inspecteur. Elle sourit, découvrant des gencives noires. Je sais, parce que j'ai vu. J'ai vu la lumière hier soir, à minuit pile. Une lumière qui ne venait pas des lampes, une lumière froide, bleue, comme si la maison tout entière brillait de l'intérieur. Et puis, elle claqua des doigts. Plus rien, le noir total, et ce silence. Ce silence qui mange tout. Elle se leva péniblement et alla chercher quelque chose dans un placard. Elle revint avec une boîte en fer blanc rouillé et en sortit une vieille photographie jaunie. Regardez. Marvaux prit le cliché avec précaution. Il montrait un groupe de personnes devant la maison Marchefort. Hommes et femmes en vêtements d'époque, visages sévères. Au dos, une date griffonnée à l'encre délavée, 24/12/1884. « Mon arrière-grand-mère est sur cette photo, » dit Marguerite, la femme à droite. Elle avait 16 ans. C'était le dernier Noël avant... Avant quoi ? Avant qu'ils ne disparaissent tous. 20 personnes, envolées dans la nuit. On n'a jamais retrouvé les corps, juste la maison vide, et cette date gravée en bas de la cave. Marvaux sentit sa gorge se serrer. 1884, 20 ans avant 1904. Vous comprenez maintenant ? Marguerite reprit la photo et la rangea soigneusement. Ce n'est pas un meurtre, inspecteur. Ce n'est pas une fuite. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Marvaux quitta la ferme dans un état second. Le soleil déclinait déjà derrière les montagnes, projetant de longues ombres violettes sur la neige. Il regarda la maison Marchefort, là-haut sur sa colline. Les volets étaient ouverts à nouveau. Il était pourtant certain qu'ils étaient fermés ce matin. Et dans l'une des fenêtres du premier étage, il crut voir bouger un rideau. Juste un instant, comme si quelqu'un le regardait. Marvaux ne dormit pas cette nuit-là. De retour à Chambéry, il s'enferma dans les archives municipales, une cave poussiéreuse sous l'hôtel de ville où s'empilaient des décennies de registres, de journaux locaux, de rapports de gendarmerie. L'archiviste, un homme sec nommé Rousseau qui portait des lunettes à monture d'acier, lui apporta lampe et café sans poser de questions. Marvaux cherchait les traces, les preuves. Quelque chose de tangible qui expliquerait rationnellement ce qui se passait sur cette colline maudite. Il commença par 1904. Les journaux de l'époque rapportaient brièvement la disparition mystérieuse d'Alphonse Marchefort, patriarche de la famille, et de 7 membres de sa maisonnée lors du réveillon de Noël. L'enquête avait été rapidement close, classée comme « fuite volontaire » suite à des difficultés financières. Mais en creusant plus profond, Marvaux trouva un rapport de gendarmerie manuscrit, presque illisible, rédigé par un certain brigadier Morel. Le ton était inhabituel, presque paniqué. Arrivé sur place à l'aube, maison intacte, table servie, aucune trace de départ. A y explorer la cave et découvert des inscriptions païennes sur les murs, symboles inconnus. Suis remonté immédiatement. Ait scellé la porte de la cave. Recommande de ne plus s'approcher de cette propriété. Quelque chose de mauvais réside en ces lieux. Le rapport avait été signé, daté, puis classé sans suite. Quelqu'un avait écrit en marge, à l'encre rouge, « Affabulation. Brigadier Morel mis à la retraite anticipée pour raison de santé mentale. » Marvaux passa à 1924. Cette année-là, le silence médiatique était encore plus épais. Une seule mention dans un entrefilet du Dauphiné libéré,
Madame Marchefort portée disparue. Famille refuse de commenter, rien d'autre. Comme si l'affaire avait été étouffée volontairement. Mais dans les registres paroissiaux, Marvaux trouva quelque chose d'étrange. Le curé de l'époque, l'abbé Fontaine, avait inscrit une note personnelle dans la marge du registre des messes de Noël. Famille Marchefort absente, comme chaque année. Et priez pour eux, bien qu'ils refusent la grâce de Dieu. Leur demeure est bâtie sur la pierre du mal. Que le Seigneur ait pitié de leurs âmes. En dessous, tracé d'une main tremblante, ne jamais monter là-haut après le coucher du soleil le 24 décembre. Marvaux sentit une sueur froide couler dans son dos. Un prêtre, un homme de foi, terrorisé par cette maison. Il continua jusqu'en 1944. Là, les documents étaient au plus nombreux mais tout aussi énigmatiques. Un rapport de la Gestapo, traduit en français, mentionnait la disparition de l'Obersturmführer Klaus Dietrich et de 2 soldats lors d'une opération de routine à Montbrisson. Le rapport concluait à une probable désertion et ordonnait l'exécution des familles des soldats en représailles. Mais un autre document, estampillé confidentiel, racontait une version différente. Un résistant local avait été interrogé et avait évoqué des lumières étranges sur la colline Marchefort la nuit de Noël 1944. Des témoins parlèrent d'une lueur bleue aveuglante, suivie d'un silence de mort qui avait duré jusqu'à l'aube. Les Allemands avaient mené des recherches. Fouillé la maison, interrogé les villageois, mais ils n'avaient trouvé que les uniformes, pliés avec soin devant l'église, comme si les 3 hommes s'étaient déshabillés méthodiquement avant de... Quoi? S'évaporer dans l'air glacé. Marvaux referma les dossiers et se frotta les yeux. Il était presque 3 heures du matin. Son café était froid, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il retourna plus loin encore. 1884, l'année de la photo montrée par Marguerite Blanc. Les archives étaient fragmentaires, partiellement rongées par l'humidité. Mais il trouva un journal personnel, légué aux archives par la famille d'un ancien notaire de Montbrisson. Un passage, daté du 26 décembre 1884, attira son attention. Terrible nouvelle. La famille Chevalier et leurs invités ont disparu lors du réveillon. 20 personnes en tout. La maison était vide ce matin. Pas de corps, pas d'explication. Les gendarmes sont perplexes. Les villageois murmurent que c'est la malédiction. La malédiction du pacte ancien. J'ai toujours cru que c'était des fables, mais à présent, je ne sais plus quoi penser. Le pacte ancien. Marvaux nota l'expression. Elle revenait, encore et encore, comme un fil rouge tissé à travers les décennies. Il continua à feuilleter, et là, dans un vieux grimoire relié de cuir, glissé entre 2 registres fiscaux, il trouva quelque chose qui glaça son sang, un manuscrit, écrit à la main. En vieux français, daté de 1684. Le titre, en lettres gothiques ornées, « Du pacte de minuit et de ses conséquences éternelles ». Marvaux approcha la lampe et commença à lire. Le texte était dense, presque illisible par endroits, mais le sens général se dégageait peu à peu. Il parlait d'un rituel. Un rituel pratiqué par les habitants de la région bien avant l'arrivée du christianisme. Un rituel destiné à invoquer des entités anciennes, des forces qui résidaient entre les mondes, ni vivantes ni mortes, existant dans un état de suspension éternelle. Ces entités pouvaient accorder des faveurs immenses, richesse, santé, pouvoir, longévité. Mais le prix était terrible. Tous les 20 ans, le cycle lunaire sacré, il fallait offrir un sacrifice de minuit. Pas un meurtre, pas du sang versé, mais quelque chose de plus subtil et de plus horrible. À minuit précis, le 24 décembre, ceux qui avaient conclu le pacte devaient franchir le seuil. Ils devaient descendre dans la chambre sacrée, la cave où le rituel avait été effectué la première fois, et y attendre. À minuit pile, les entités venaient les chercher. Ils disparaissaient alors du monde des vivants, non pas morts, mais transférés, emmenés dans l'autre lieu, le lieu du silence éternel. Et en échange, les descendants de ces disparus héritaient de la fortune, de la santé, de tout ce qui avait été promis. Mais le pacte ne s'arrêtait jamais. De génération en génération, tous les 20 ans, il fallait payer. Encore et encore. C'était un héritage maudit qui se transmettait par le sang. Marvaux relut le passage 3 fois. Son esprit rationnel se rebellait. C'était de la folie, des superstitions médiévales. Rien de tout cela, Marvaux relut le passage 3 fois. Son esprit rationnel se rebellait. C'était de la folie, des superstitions médiévales. Rien de tout cela ne pouvait être réel.
Et pourtant, les dates correspondaient, les témoignages convergeaient, les disparitions se répétaient avec une régularité macabre. Tous les 20 ans, sans exception, 7 siècles d'histoire, des générations entières effacées du monde des vivants. Et maintenant, 1954. Marvaux ferma le manuscrit et resta assis dans le silence de la cave d'archives, entouré des fantômes du passé. Il pensa aux Marchefort, à Henri et Élisabeth, à leurs 4 enfants, aux grands-parents. Savaient-ils, avaient-ils compris qu'ils étaient condamnés, ou bien avaient-ils cru jusqu'au dernier moment qu'ils pourraient échapper à leur destin? Il imagina cette dernière soirée. Le repas soigneusement préparé, les bougies allumées, la musique jouant doucement, chacun sachant au fond de son cœur que lorsque l'horloge sonnerait minuit, il devrait se lever, descendre les escaliers de pierre et franchir le seuil de cette pièce maudite, pour ne jamais revenir. Un bruit le fit sursauter. Il leva les yeux. L'archiviste Rousseau se tenait sur le seuil, une expression inquiète sur le visage. « Inspecteur, il est presque l'aube. Vous allez bien ?» Marvaux hocha lentement la tête, mais il mentait, il n'allait pas bien. Parce qu'il venait de comprendre quelque chose de terrible. Le prochain cycle tomberait dans 20 ans exactement, 1974. Et quelque part à Montbrisson, peut-être en ce moment même, un enfant était en train de naître. Un enfant qui porterait le nom de Marchefort. Un enfant qui grandirait sans savoir qu'il était déjà condamné, à moins que... Marvaux rassembla les documents et remonta précipitamment les escaliers. L'air frais du petit matin le gifla. Le ciel virait au rose pâle à l'est. Il devait retourner à Montbrisson. Il devait fouiller cette cave plus profondément. Il devait trouver un moyen de briser ce cycle. Parce que si ce qu'il venait de lire était vrai, alors les Marchefort n'étaient pas morts. Ils étaient piégés, prisonniers d'un entre-deux coincés dans le silence de minuit, et la seule façon de les libérer était peut-être de prendre leur place. La route vers Montbrisson lui parut interminable. Le soleil se levait lentement derrière les Alpes, projetant des ombres longues et froides sur la neige durcie. Marvaux conduisait vite, trop vite, son véhicule de service dérapant dans les virages serrés. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Une preuve matérielle, un moyen de défaire ce qui avait été fait, ou simplement la confirmation que tout cela n'était qu'un délire collectif, une hystérie rurale amplifiée par des siècles de croyances superstitieuses, mais au fond de lui, il savait que ce qu'il avait lu dans ce manuscrit était vrai, pas une métaphore, pas une légende, la vérité. Lorsqu'il arriva devant la maison Marchefort, le soleil était déjà haut dans le ciel. La propriété semblait différente à la lumière du jour, moins menaçante, presque ordinaire. Mais il y avait toujours cette sensation, cette impression que la maison observait, attendait, respirait doucement, comme un animal endormi. Il descendit de voiture et s'approcha. La neige devant le portail était vierge. Personne n'était venu ici depuis sa dernière visite. Personne de visible, en tout cas. Il poussa la porte d'entrée, toujours ouverte comme si la maison l'invitait à entrer, et pénétra dans le vestibule glacé. L'odeur était plus forte maintenant. La nourriture pourrissait lentement dans la salle à manger. Les mouches commençaient à bourdonner autour des assiettes abandonnées. Marvaux ignora tout cela et se dirigea directement vers la cave. En bas, la température chutait de plusieurs degrés. Son souffle formait des nuages de vapeur blanche. Il alluma sa lampe torche et avança jusqu'à la pièce au cercle de craie. Elle était exactement comme il l'avait laissée. Sauf... Non, quelque chose avait changé. Le cercle de craie était intact. Mais à l'intérieur, là où le mot « minuit » avait été tracé, il y avait maintenant autre chose. Des empreintes de pas, petites, nues comme celles d'un enfant. Marvaux sentit son sang se glacer. Ces traces n'étaient pas là la dernière fois. Il en était absolument certain. Il s'agenouilla et examina les empreintes de plus près. Elles étaient humides, fraîches, comme si quelqu'un ou quelque chose avait marché ici il y a quelques minutes à peine. Mais personne n'était entré dans la maison. Il en était sûr. Personne de ce monde, en tout cas. Il leva sa lampe vers les murs et balaya lentement les inscriptions gravées, les dates, les noms, les symboles étranges qui semblaient danser dans la lumière vacillante. Et là, tout en bas, près du sol, il vit quelque chose qu'il avait manqué auparavant, une inscription différente des autres, plus récente, gravée avec soin dans la pierre froide. Celui qui cherche la vérité deviendra le prochain tribut. Marvaux recula brusquement, son cœur battant la chamade. C'était un avertissement.
un avertissement direct pour lui. Il devait partir, maintenant, quitter cette maison maudite, fermer le dossier, oublier tout ce qu'il avait appris, mais il ne pouvait pas. Parce que 8 personnes avaient disparu. 8 âmes piégées quelque part entre la vie et la mort. Et si personne n'agissait, dans 20 ans, 8 autres suivraient. Le cycle ne s'arrêterait jamais, à moins que quelqu'un n'ose le briser. Marveau sortit de la cave, remonta dans la maison silencieuse et s'assit dans la salle à manger face à la table encore dressée. Il sortit son carnet et commença à écrire. Tout, chaque détail, chaque témoignage, chaque découverte. Si quelque chose lui arrivait, au moins il y aurait une trace, une preuve que tout ceci était réel. Les heures passèrent. Le soleil déclina à nouveau derrière les montagnes. Les ombres s'allongèrent dans la pièce. Et Marveau écrivait toujours, obsédé, hanté par ce qu'il savait maintenant. À un moment, il leva les yeux. L'horloge comptoise, celle qui s'était arrêtée à 00h07, s'était remise en marche. Tic, tac, tic, tac. Le balancier oscillait lentement, régulièrement, comptant les secondes qui le séparaient de... De quoi? Marveau regarda l'heure. 19h43. Encore 4 heures et 17 minutes jusqu'à minuit. Mais ce n'était pas le 24 décembre. C'était le 28. Le danger était passé, n'est-ce pas? Il se leva brusquement et se dirigea vers la porte. Il devait partir, maintenant. Mais lorsqu'il tourna la poignée, la porte refusa de s'ouvrir, verrouillée. De l'extérieur. Impossible. Il tira de toutes ses forces. Rien. Il courut vers les fenêtres, toutes verrouillées, les volets fermés, impossibles à forcer de l'intérieur. La maison l'avait piégé. 23h15. Marveau avait cessé d'essayer de sortir. Il savait maintenant que c'était inutile. La maison ne le laisserait pas partir. Pas avant, quoi? Minuit? Le prochain cycle? Il était assis dans le salon, son revolver posé sur ses genoux. Pas qu'il pensait que l'arme lui serait d'une quelconque utilité contre ce qu'il attendait. Mais tenir le métal froid dans sa main lui donnait au moins l'illusion d'un certain contrôle. L'horloge continuait son tic-tac régulier. Chaque seconde résonnait comme un marteau frappant sur une enclume. Tic-tac, tic-tac. Les lumières électriques vacillèrent, 1 fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. Obscurité totale. Marveau alluma sa lampe torche, mais le faisceau semblait étrangement faible, absorbé par les ténèbres environnantes. Il se leva et avança prudemment vers le couloir. La porte de la cave était ouverte. Il était pourtant certain de l'avoir fermée. Un courant d'air glacé montait des profondeurs, portant cette odeur de terre humide et de... autre chose, quelque chose d'ancien, de pourri, de pas tout à fait mort. Inspecteur Marveau. La voix venait d'en bas, douce, presque chantante, mais totalement dénuée d'humanité. Marveau braqua sa lampe vers les escaliers. Dans le faisceau tremblant, il vit une silhouette monter lentement, un homme âgé, voûté, vêtu d'un long manteau noir. Qui êtes-vous? L'homme émergea de l'obscurité et Marveau reconnut le visage émacié, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Édouard Marchefort, dit l'homme avec un sourire triste, le frère cadet de Henri, le seul qui a osé fuir. Marveau recula d'un pas, son arme pointée vers le vieil homme. Vous étiez mort. Les registres mentent, inspecteur. Tout ment dans cette histoire, sauf la maison. La maison, elle, dit toujours la vérité. Édouard s'avança lentement dans le couloir. Je suis parti en 1940. J'ai fui avant le cycle suivant. J'ai changé de nom, de vie. J'ai cru que je pourrais échapper à la malédiction. Et on ne peut pas fuir le pacte de minuit. On peut retarder, mais jamais éviter. Il leva une main tremblante et montra son visage ravagé. Regardez-moi. J'ai 82 ans, mais j'en parais 120. Chaque jour depuis que j'ai fui, je me décompose un peu plus, parce que je n'ai pas payé le tribut, parce que j'ai essayé de tricher. Marveau baissa lentement son arme. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que c'est bientôt mon tour. Édouard sourit tristement. Dans quelques minutes, à minuit, je devrais descendre dans cette cave et franchir le seuil, comme mon frère, comme toute ma famille, comme tous ceux qui ont fait le pacte avant nous. Mais ce n'est pas le 24 décembre. Pour moi, c'est toujours le 24 décembre. Le vieil homme toussa, un son horrible, humide. Quand on fuit le pacte, on perd la notion du temps. Les jours se mélangent, les années se compressent, et finalement, on revient toujours ici, à cette maison.
À cette cave, à cette heure. Marveau sentit sa gorge se serrer. Et moi? Pourquoi suis-je piégé ici? Édouard le regarda longuement, ses yeux laiteux reflétant la lumière vacillante de la lampe torche. Parce que vous avez cherché la vérité, inspecteur. Parce que vous avez lu le manuscrit. Parce que vous êtes descendu dans la cave et que vous avez marché dans le cercle sacré. Il secoua lentement la tête. La maison vous a choisi. Choisi pourquoi? Pour devenir le prochain gardien, le prochain témoin. Édouard toussa à nouveau, crachant quelque chose de noir sur le sol. Quelqu'un doit raconter l'histoire. Quelqu'un doit porter le poids de la connaissance et transmettre l'avertissement à la prochaine génération. Je refuse. On refuse toujours au début. Le vieil homme se retourna lentement vers les escaliers de la cave. Mais quand minuit sonnera, vous descendrez. Parce que vous n'aurez pas le choix. Parce que la maison l'exige. L'horloge sonna. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Marveau regarda sa montre. 23h45. Mais l'horloge comtoise sonnait déjà minuit. « Le temps n'existe pas ici, » murmura Édouard. « Pas de la façon dont vous le comprenez. Dans cette maison, il n'y a qu'un seul moment qui compte. Minuit. Le silence de minuit. 4 coups, 5 coups, 6 coups. » Édouard commença à descendre les escaliers, lentement. Comme un homme marchant vers sa propre exécution. « Vous n'êtes pas obligé, » cria Marveau. « Vous pouvez partir, maintenant. » Le vieil homme s'arrêta sur une marche et se retourna une dernière fois. « Non, inspecteur, je ne peux pas. Plus maintenant. J'ai trop attendu, trop fui. » Un sourire douloureux étira ses lèvres. « Mais vous avez encore une chance. Si vous partez maintenant. Si vous oubliez tout ce que vous avez vu. Si vous ne revenez jamais ici. Peut-être que la maison vous laissera partir. 7 coups, 8 coups, 9 coups. Mais si vous descendez, continua Édouard, si vous franchissez ce seuil, alors vous deviendrez comme moi, prisonnier, témoin éternel d'un cycle qui ne finira jamais. 10 coups, 11 coups. Marveau sentit ses jambes bouger malgré lui, comme si quelque chose le tirait vers les escaliers, vers la cave, vers cette pièce au cercle de craie où attendaient les entités anciennes. « Non, » murmura-t-il, « non. » Mais il descendait déjà, marche après marche, dans l'obscurité glacée, vers le silence de minuit. 12 coups. Marveau ouvrit les yeux. Il était assis, dos contre un mur de pierre froide. Sa lampe torche gisait éteinte à ses pieds. Combien de temps était-il resté inconscient? Quelques minutes? Quelques heures? Il ne savait plus. Le silence était absolu. Pas de tic-tac d'horloge, pas de craquement de bois, pas de vent dehors. Rien. Un silence si profond qu'il semblait avoir une présence physique, comme une masse invisible pesant sur sa poitrine. Il se leva péniblement. Ses membres étaient engourdis, glacés. Il ramassa sa lampe et appuya sur l'interrupteur. Elle ne s'alluma pas. Il secoua l'appareil. Toujours rien. Mais étrangement, il y voyait quand même. Une lueur bleutée, froide, sans source identifiable, emplissait la cave, comme si les murs eux-mêmes émettaient une luminescence fantomatique. Il était dans la pièce au cercle de craie. Mais la pièce avait changé. Les murs n'étaient plus en pierre ancienne et humide. Ils étaient vivants, pulsant doucement, comme de la chair. Des veines noires couraient à leur surface, battant au rythme d'un cœur invisible. Et les inscriptions gravées brillaient maintenant d'une lumière phosphorescente. « Bienvenue, inspecteur. » Marveau se retourna brusquement. Au centre du cercle se tenaient 8 silhouettes. La famille Marchefort. Henri, Élisabeth, les 4 enfants, les grands-parents, exactement tels qu'ils apparaissaient sur les photographies de la maison, vêtus de leurs habits de fête, immobiles, les yeux grands ouverts, mais vides, comme des poupées de cire. « Vous êtes mort ?»« Ni mort, ni vivant, » répondit Henri d'une voix qui semblait venir de très loin. « Nous sommes dans l'entre-deux, le silence de minuit, l'endroit où le temps s'arrête, où les entités anciennes nous gardent prisonniers jusqu'à ce que le prochain cycle arrive. » Marveau s'approcha lentement. Les silhouettes ne bougeaient pas. Seules leurs lèvres remuaient mécaniquement, comme des automates. « Pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous sacrifiés? Nous n'avions pas le choix, » dit Élisabeth, sa voix douce mais vide d'émotion. « Le pacte a été conclu il y a des siècles, par nos ancêtres, pour la prospérité, pour la richesse, pour échapper à la misère et à la mort. » Mais ils ne comprenaient pas le prix. Tous les 20 ans, continua Henri, il faut payer, offrir le tribut. 8 âmes, toujours 8. Le nombre sacré, le nombre de l'équilibre.
Et si vous refusez? Les 8 silhouettes tournèrent leur tête vers lui en même temps, dans un mouvement parfaitement synchronisé qui glaça le sang de Marveau. « Regardez autour de vous, » dit l'un des enfants, une petite fille d'environ 10 ans. « Tous ceux qui ont refusé sont ici. » Prisonniers pour l'éternité, Marveau leva les yeux. Les murs vivants étaient couverts de visages. Des centaines de visages, milliers peut-être, hommes, femmes, enfants, tous figés dans des expressions d'horreur silencieuses, leurs bouches ouvertes sur des cris qu'on n'entendrait jamais, leurs yeux implorants fixant le vide. « Depuis combien de temps? »« Depuis le premier pacte, » répondit le grand-père Marchefort. « Depuis que les premiers habitants de ces montagnes ont osé invoquer ce qui dormait sous la terre, depuis 700 ans, peut-être plus. Le temps n'a plus de sens ici. » Marveau sentit la panique monter en lui. « Il doit y avoir un moyen de briser le cycle. »« Il y en a un, » dit une voix derrière lui. Il se retourna. Édouard Marchefort se tenait dans l'embrasure de la porte, mais ce n'était plus le vieil homme décharné qu'il avait vu en haut. C'était un Édouard jeune, la trentaine, le visage encore intact. « Le pacte peut être rompu, » dit-il en s'avançant lentement, « mais seulement par un sacrifice volontaire, quelqu'un qui choisit de rester, de prendre la place de tous les autres, de devenir le gardien éternel du seuil. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous acceptez, » Édouard s'arrêta devant lui, « vous libérerez toutes les âmes prisonnières ici, tous ceux qui ont été piégés depuis des siècles. Vous briserez le cycle, plus jamais de tribus, plus jamais de disparition, mais vous resterez ici, pour toujours, seul, dans le silence de minuit, à veiller, à empêcher que les entités ne s'éveillent à nouveau, conscients, lucides, pour l'éternité. » Marveau sentit ses jambes se dérober sous lui. L'éternité, seul, dans cet entre-deux glacé et mort. Et si je refuse? Alors le cycle continue. Dans 20 ans, 8 autres personnes disparaîtront, et dans 20 ans encore, et encore, jusqu'à la fin des temps. Marveau ferma les yeux. Il pensa à sa vie, à Chambéry, à son petit appartement, à ses collègues, à tout ce qu'il laisserait derrière lui. Puis il pensa au Marchefort, à Marguerite Blanc et sa photo jaunie, au brigadier Morel devenu fou, à tous ceux qui avaient souffert à cause de cette malédiction. Il pensa aux 8 personnes qui viendraient ensuite, et aux 8 suivantes, et à toutes celles d'après, des générations entières condamnées. À moins que quelqu'un n'ait le courage de dire « ça suffit ». Marveau rouvrit les yeux. Il regarda les visages sur les murs, tous ces gens piégés, attendant depuis des décennies, des siècles pour certains, d'être libérés. Il regarda la famille Marchefort, debout au centre du cercle, prisonnière de leur propre héritage. Il regarda Édouard, qui avait fui et payé le prix chaque jour de sa longue et douloureuse vie, et il prit sa décision. « J'accepte. » Le silence qui suivit fut si complet que Marveau crut être devenu sourd, puis lentement les murs commencèrent à changer. Les visages prisonniers s'effacèrent un à un, leurs expressions d'horreur se transformant en quelque chose qui ressemblait à du soulagement, de la paix. Leurs traits se dissolvaient dans la pierre, libérés enfin de leur prison éternelle. La famille Marchefort se mit à briller. Une lumière dorée, chaude, émanait de leurs silhouettes. Les enfants sourirent pour la première fois. Élisabeth ferma les yeux, sereine. Henri inclina la tête vers Marveau. Un geste de respect et de gratitude. « Merci », murmura-t-il. Puis ils disparurent. Tous, en un instant. Comme des bougies, soufflées par un vent invisible. Édouard fut le dernier à partir. Il posa une main sur l'épaule de Marveau. « Vous avez brisé la malédiction, inspecteur. Plus personne ne souffrira à cause du pacte de minuit. Vous avez sauvé des centaines d'âmes, des milliers peut-être. Mais à quel prix? Au seul prix qui importait. » Édouard sourit tristement. Le sacrifice d'un homme juste. Il disparut à son tour. Et Marveau se retrouva seul dans la cave froide, seul dans le silence de minuit. Il s'assit lentement au centre du cercle de craie. Le silence l'enveloppait comme une chape de plomb. Il ne sentait plus le froid, ne sentait plus rien, en fait. Comme si son corps devenait peu à peu aussi immatériel que les fantômes qu'il venait de libérer. Il ferma les yeux et attendit. L'éternité venait de commencer. Épilogue. Montbrisson, Savoie, 28 décembre 1954. Le commissaire Durand de Chambéry referma le dossier avec un soupir las. Rien, absolument rien. L'inspecteur Marveau a disparu sans laisser de traces. Son véhicule a été retrouvé devant la maison Marchefort, mais aucun signe de lui.
Le jeune gendarme Dubois hocha la tête nerveusement. Et pour la famille, l'enquête est classée. Disparition inexpliquée. Durand se frotta les yeux. On ferme la maison. Plus personne n'y entre. Plus personne n'en parle. Compris? Oui, commissaire. Ils quittèrent le bureau et sortirent dans le froid de décembre. En haut de la colline, la maison Marchefort se dressait contre le ciel gris, silencieuse, vide. « Vous croyez aux histoires » demanda soudain Dubois. « Les légendes du village? Le pacte de minuit » Durand s'arrêta et regarda longuement la maison. « Je crois, dit-il lentement, qu'il y a des choses dans ces montagnes que nous ne comprendrons jamais. Des choses qui existaient avant nous et qui existeront après. » Il remonta le col de son manteau, et je crois qu'il vaut mieux les laisser tranquilles. Ils marchèrent en silence jusqu'à leur véhicule. Personne ne remarqua que, pour la première fois depuis des siècles, aucune lumière ne s'alluma dans les fenêtres de la maison Marchefort cette nuit-là. Le silence de minuit avait trouvé son gardien, et le cycle était enfin brisé. Fin.